Ça fait 40 ans que je travaille sur les organisations. Ça a commencé sur IBM, l'emprise de l'organisation. Fin des années 70, où on faisait une analyse très approfondie sur les conséquences de ces nouvelles pratiques de management et de la révolution numérique et de toutes ces multinationales qui l'ont mis en place. Et j'ai écrit un livre à peu près tous les 5 ans sur ces questions-là, qui ont tous eu beaucoup d'audience. Ça a été le coût de l'excellence, avec une critique du management par l'excellence et de la performance. Et avec Nicole Aubert, on est les premiers à avoir montré, par exemple, que des gens se suicidaient chez IBM et qu'ils se suicidaient en disant mais c'est l'organisation qui me maltraite au point que je perds le sens. Je comprends plus ce qu'on me demande. Je suis perdu. Je suis désorienté. Et en fait, il y en a même un ingénieur qui se suicide sur le parking d'IBM et qui dit on m'a tué. C'est la direction qui m'a tué, avec justement ces réformes permanentes, et puis cette pression au travail, le management par objectif, etc. Et puis j'ai écrit un livre, La société malade de la gestion. Et par exemple, j'ai fait une conférence à Québec avec l'ensemble du secrétariat d'État, je ne sais pas comment ça s'appelait exactement, du ministère. Il y avait, c'était au Novotel de Québec, il y avait 250 personnes qui étaient chargées de la réforme administrative au Québec. J'ai rarement été applaudi aussi fort. C'était tout à fait extraordinaire et paradoxal, parce qu'ils me disaient tous, oui, c'est ça qu'on est chargé de mettre en place. Et, et quand je leur ai renvoyé la question, mais d'un côté, vous m'applaudissez et de l'autre côté, c'est ça que vous faites, qu'est-ce que vous allez tirer comme conséquence de tout ça? Et ils me disaient, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On fait notre boulot, on fait comme on nous a dit. Et puis j'ai formé des doctorants qui ont développé ces thèses-là dans les pays en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe. Et la perplexité était toujours d'être confronté au fait que oui, vous avez raison, oui, ce que vous dites, ça nous soulage. Il y en a une, je me souviens, qui m'envoie un courriel en me disant je vous remercie parce que grâce à vous, j'ai compris que ce n'était pas tout dans ma tête. C'est-à-dire ce que vous venez de dire là, hein, c'est-à-dire on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On sentait bien que cette course à l'optimisation et à la performance, il y a quelque chose qui nous met à mal là-dedans. Et donc, on m'a remercié beaucoup, on m'a lu beaucoup. Et le dernier, bon, j'ai fait, après Travail, les raisons de la colère, j'ai fait Manifeste pour lutter contre le mal-être au travail, au moment où sont arrivés les risques psychosociaux et les suicides importants, en tout cas en Europe et en France en particulier, à France Télécom, vous en avez sans doute entendu parler, mais on se suicide partout. On se suicide à l'université, on se suicide dans les commissariats de police. Un des lieux où on se suicide le plus en France, c'est l'ONF, imaginez-vous, l'Office national des forêts. Bon, et c'est ce que vous dites sur le développement communautaire. C'est-à-dire, dans le développement communautaire, effectivement, les gens ont des bonnes intentions, et les ONG ou autres. Et en même temps, ils mettent en fait en place des outils de gestion et de management qui sont au service du développement du capitalisme. Et en particulier au service de faire des économies, de l'idéologie des ressources humaines. Et c'est ainsi qu'on a transformé l'hôpital en entreprise et qu'en transformant l'hôpital en entreprise ou l'université en entreprise, les services publics en entreprise, on tue le service public et on tue aussi les travailleurs qui essayent de travailler dans une pression de plus en plus grande entre l'institution et l'organisation. C'est-à-dire l'institution, ben, ils font ça pour des raisons écologiques,
pour l'enseignement, pour la sécurité, pour le soin, pour soigner les gens, pour le travail social, s'occuper des exclus, enseigner le mieux possible, faire de la recherche. Et en fait, ils sont confrontés à des modes d'évaluation, des modes de gestion, hein, cette révolution managériale qui les met en difficulté parce qu'elle n'a pas été conçue pour se mettre au service de l'institution et des missions de l'institution. Elle est conçue pour optimiser le fonctionnement de l'organisation, c'est-à-dire faire plus avec moins. Et on voit la réduction des effectifs dans tous les services publics, et après, on s'étonne qu'il y ait une dégradation. Et après, en plus, on justifie le fait qu'ils ne sont pas efficaces parce qu'on ne leur a pas donné les moyens de fonctionner correctement. Et ce qui se passe avec le service de santé au Québec, ce qui se passe dans les EHPAD ou dans les établissements pour personnes âgées, devrait quand même faire réfléchir l'ensemble de la population sur les conséquences de ce système-là. Alors, ma perplexité, elle est là, si vous voulez. Elle est que, comme chercheur, c'est très gratifiant parce que jamais j'ai été contesté sur les analyses que je pouvais faire par les gens qui sont en décision. Et même, il y a des politiques et des décideurs qui m'ont dit « Oui, mais bon sang, mais c'est bien sûr ». Et je connais même dans une grande entreprise publique en France de 150 000 personnes, le comité de direction qui a travaillé pendant 2 ans sur un de mes livres, Le coût de l'excellence, pour essayer. Et quand ils m'ont invité au bout de 2 ans, ils travaillaient avec un psychosociologue, et ils m'ont invité et ils avaient fait une critique de leur propre fonctionnement, de leur entreprise, qui était encore plus approfondie et critique que ce que j'avais écrit dans Le coût de l'excellence. Et quand je leur ai posé la question, donc c'était des N-1, c'est-à-dire c'était vraiment le staff management, sauf le directeur général, tous les autres, ils étaient là. Et je peux vous dire qu'ils étaient des directeurs de services très, très importants. Et quand je leur ai demandé qu'est-ce que vous allez faire de ça, ils m'ont répondu, bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Et là, comment vous dire, je me suis dit, il faut qu'on réfléchisse autrement parce que on est là dans une impasse. Tout le monde dit qu'on va à la catastrophe et on y est d'ailleurs. Et en même temps, tout le monde dit qu'ils sont impuissants à faire autrement. Alors, d'où le dernier livre que j'ai écrit, hein, Le capitalisme paradoxal, pour essayer, avec cette hypothèse, qu'est-ce qui fait que les contradictions se transforment en paradoxe. C'est-à-dire, l'idée, hein, c'est qu'une contradiction, tu peux trouver des médiations, la régulation, la synthèse, un troisième terme, inventer des compromis. C'est-à-dire, ça te bloque pas, ça t'inhibe pas. Hein, et les contradictions, elles sont partout. Et même, c'est un défi qui permet d'avancer parce que justement, face à une contradiction, on va essayer de construire quelque chose. Par exemple, en politique, la contradiction entre le capital et le travail, ce n'est pas nouveau. Hein, entre la logique de la rentabilité et du profit d'un côté et la défense des intérêts des travailleurs de l'autre. C'est la social-démocratie, c'est ce qui s'est construit à l'issue de la dernière guerre comme compromis social, et ça a tellement bien marché que ces pays-là ont montré que l'alternative communiste ou planificatrice, etc., n'arrivait pas à servir vraiment d'alternative crédible. Hein. C'est la chute du mur de Berlin et de l'URSS. Donc, si vous voulez, c'est ce qu'on appelait aussi les 30 glorieuses, c'est-à-dire ça a marché parce qu'on était en croissance, qu'il fallait reconstruire le monde. Et donc, si vous voulez, entre les années 50 et les années 70, le taux de croissance, l'amélioration du niveau de vie, tout ce discours sur le progrès, etc., était crédible. Et c'est ce que Schumpeter avait analysé, c'était un grand économiste, hein, il disait « la force du capitalisme, c'est le principe de destruction créatrice ». C'est-à-dire que le capitaliste détruit en permanence ce qu'il produit,
et pour produire des nouveaux services et des nouveaux biens qui apportent plus de valeur que ce qui a été détruit. Et c'est la force du capitalisme, et c'est vrai que ça a marché. Or, un des problèmes qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que le capitalisme se renverse et qu'on entre dans un cycle de création destructrice. C'est-à-dire que le développement de la croissance et du capitalisme et du système économique est en train, de détruire la planète, c'est pas rien, de détruire, d'utiliser plus de ressources naturelles que la planète n'est capable de reproduire, c'est pas rien, de détruire l'économie réelle, c'est-à-dire, on le voit avec la pandémie, ceux qui se sont vraiment développés et enrichis pendant cette pandémie, c'est les GAFA, c'est-à-dire c'est toutes les multinationales déterritorialisées qui peuvent faire l'optimisation fiscale, qui peuvent imposer aux États maintenant des règles de fonctionnement qui leur permettent de ne pas payer d'impôts alors qu'ils utilisent toutes les recettes de la planète. Et non seulement de ne pas payer d'impôts, mais si vous voyez Amazon, aux États-Unis, qui a dépensé des millions de dollars pour surtout pas qu'il y ait de syndicats, pour pouvoir effectivement fixer sans contre-pouvoir les règles du jeu, de l'organisation du travail, et surtout ne pas payer d'impôts, mais pas seulement ne pas payer d'impôts, mais ne pas payer de cotisations sociales, et considérer que les travailleurs sont des auto-entrepreneurs et qu'on parle d'égal à égal entre personnes qui sont des entrepreneurs et qui vont développer la planète sur un modèle qui n'est absolument plus démocratique puisqu'il n'y a plus de contre-pouvoir et que les pouvoirs politiques sont totalement impuissants pour faire quoi que ce soit par rapport à ces puissances, ces entreprises toutes puissantes. Et puis surtout, ce modèle-là détruit les travailleurs, c'est-à-dire le travail détruit les travailleurs, c'est-à-dire que les symptômes de mal-être au travail sont de burn-out, de dépression, de perte de sens. Et ce que vous avez dit là qui me touche beaucoup, c'est-à-dire on y a cru à un moment donné, on s'est mobilisé pour aller dans ce sens-là, et puis tout d'un coup on n'en pouvait plus parce qu'il y avait quelque chose qui nous met à mal parce que ça fait plus du sens et qu'il y a des contradictions trop fortes entre les valeurs auxquelles on croit et puis ce qu'on vous demande de faire ou ce que vous êtes plein de bonne volonté et de bonnes intentions pour faire du développement communautaire et vous vous rendez compte que, ou pour faire de la santé, ou pour soigner les gens, et vous vous rendez compte que vous êtes dans un système qui réduit en permanence les moyens et après qui dit aux travailleurs qu'ils n'ont pas rempli leur objectif, évidemment, puisqu'on a réduit leurs moyens, quand on y pense. Mais c'est comme s'il n'y avait pas de réaction politique. C'est comme s'il n'y avait pas de mouvement et de collectif qui puisse réagir par rapport à ça. Sauf quelques-uns. C'est-à-dire, moi, comme intervenant, j'ai eu la chance, étant chercheur et publiant, d'avoir toujours des interlocuteurs dans toutes les entreprises, partout, qui me disaient à un moment donné, mais bon sang, mais c'est bien sûr, et qui me proposaient de venir travailler. Je vous donne juste un exemple. Un jour, quelqu'un de la SNCF, donc c'est une grosse boîte en France, la Société nationale des chemins de fer français, m'appelle en me disant, il y a un problème, on ne comprend pas très bien, et on a besoin d'un sociologue clinicien. Pour vous dire, dans une culture comme la SNCF d'ingénieurs, déjà avoir besoin d'un sociologue, c'est totalement invraisemblable, mais en plus, un sociologue clinicien, c'est inconcevable. Ils ne savent même pas ce que c'est d'ailleurs. Alors je demande pourquoi. Et ils me disent, parce qu'on a un gros problème d'insécurité. Ok, ben, la sécurité, l'insécurité, elle est partout et ils ont tous des problèmes d'insécurité. Et ils me disent, et on a fait appel à tous les consultants qu'on connaît, d'abord les grands consultants, KPMG, Accenture, Capgemini,
tous ces grands consultants, puis voilà, d'autres consultants spécialistes du public, etc. Et puis, on négociait avec les syndicats. Et puis, un jour, on est sorti d'une négociation qui s'était très, très mal passée, les syndicats se mettant en colère un peu sur le style des Gilets jaunes. Et quand ils sont descendus dans l'ascenseur, ils ont vu dans l'ascenseur qu'il y avait une grosse merde. Quelqu'un avait fait caca dans l'ascenseur. Alors là, ils se sont dit, c'est pas possible, là. Il y a quelque chose qui déraille. Et donc, il nous faut des gens. Et donc, ils ont appelé sociologues cliniciens en se disant, oh, ça va nous permettre de comprendre. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'on est en plein irrationnel dans un monde où les gens se présentent comme pragmatiques, objectifs, rationnels et qui disent on va améliorer la performance, mettre en place des indicateurs d'évaluation, etc. Dans ce monde qui est d'une rationalité extrême, il faut des événements comme ça pour que tout d'un coup, ils soient désorientés, désemparés et qu'ils commencent à réfléchir un tout petit peu. Un tout petit peu. En tout cas, pourquoi ils font appel à nous? C'est justement parce qu'à un moment donné, ils se disent c'est plus possible de continuer comme ça. Et il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Et en fait, si vous voulez, ce qui m'a beaucoup frappé dans toutes les interventions que j'ai faites, c'est que les gens disent on ne pense plus, on agit. Ici, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Aussi, l'entreprise n'a pas besoin d'actes, elle n'a pas besoin de mots, elle a besoin d'actes. C'est l'approche solution. Et il faut comprendre qu'il n'y a pas de solution dans l'approche solution, c'est-à-dire que c'est la novlangue managériale ne permet pas d'analyser les contradictions dans lesquelles ils sont, et donc ils sont dans une espèce de fuite en avant, de penser que c'est les outils, les référentiels, les procédures, la prescription, les normes qui vont permettre de résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés, et ils ne se rendent pas compte qu'il y a un écart de plus en plus frappant entre le travail prescrit et le travail réel, et entre les managers qui développent des références et de la prescription et les gens qui sont sur le boulot et qui sont au plus près du boulot et qui sont obligés de faire fonctionner les choses. Et ça, si vous voulez, cette analyse-là, elle est partout. Le monde entier fait cette analyse-là, mais il n'en tire pas les conséquences. En particulier, il n'arrive pas à prendre en compte la toxicité de ce système et le fait qu'il est en train de nous détruire. Et la pandémie n'est qu'un avatar de cette destruction, c'est-à-dire de ne pas prendre en compte les milieux, la disparition d'un certain nombre d'espèces et que l'espèce humaine se croit toute puissante et en charge de décider l'avenir du monde, l'avenir de la planète, d'imposer sa loi à toutes les espèces dans le monde, etc. C'est-à-dire les paradigmes de toute puissance sur lesquels sont les gestionnaires et les décideurs politiques nous mènent à la catastrophe. C'est, si vous êtes d'accord avec cette analyse, c'est ce qui me rend parfaitement optimiste. Je n'ai pas très envie qu'on aille à la destruction totale et je préférerais laisser à mes petits-enfants une planète qui soit plus harmonieuse. Mais dans le capitalisme paradoxal, l'idée, et dans ce texte que je vous ai donné, je développe l'idée que c'est la raison pour laquelle la sociologie clinique est une réponse intéressante pour beaucoup de gens qui se rendent compte qu'il faut effectivement changer de paradigme, rentrer dans l'analyse de la complexité et mettre en place des démarches. Quand je dis le résultat est dans le processus, c'est effectivement cette posture clinique qui fait qu'on fait autrement la sociologie, qu'on fait autrement la science, qu'on fait la recherche, qu'on fait autrement la psychologie, qu'on fait autrement la gestion et l'approche et les réponses à ces problèmes-là. Par exemple,
par la co-construction, par exemple en étant cohérent entre ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on pense, et en considérant que les maladies somatiques et psychosomatiques sont des symptômes de conflits, qui fait que le sujet n'a pas les bonnes réponses par rapport aux contradictions auxquelles il est confronté, et au lieu d'essayer de comprendre un peu mieux pourquoi ça le met à mal, eh ben, il passe à l'acte en permanence, au lieu de rentrer dans une démarche clinique, c'est-à-dire de comprendre pourquoi il est mal, de comprendre pourquoi il perd le sens de ce qu'il fait, de comprendre pourquoi ce qu'on lui demande de faire est en contradiction avec ses valeurs et qu'il voudrait un peu plus de cohérence, mais il n'arrive pas à le faire, etc. Et qu'en fait, beaucoup arrivent à ça au moment où ils sont à la retraite, c'est-à-dire, ou plutôt, ils n'arrivent à ça parce qu'ils sortent de l'activité, du travail normal, dit normal, et du coup, ils ont un peu plus de temps pour réfléchir et un peu plus de temps pour choisir ce qui est vraiment important pour eux, ce qui est vraiment important pour soi. Et ben, c'est ce que j'essaye, moi, de transmettre à mes étudiants aussi, c'est qu'on peut le faire à 20 ans, ça, et au lieu d'attendre 60 ou 80 ans. On peut le faire dès maintenant, au lieu d'attendre le grand soir d'une révolution qui n'arrivera jamais. Et que c'est maintenant qu'il faut le faire, ça. Et qu'il faut le faire là où on est. C'est-à-dire de ne pas attendre, comme si on était dans un système de contraintes et d'impossibilités qui dépendait uniquement de l'extérieur. C'est l'hypothèse que le sujet advient dans les réponses qu'il apporte aux contradictions. Et donc la question, si vous voulez, par rapport aux contradictions et paradoxes, c'est très important parce que l'inhibition, l'impuissance, la perte de sens, l'incapacité de penser, c'est justement qu'on est pris dans des dilemmes qui nous inhibent au point qu'on n'arrive plus à penser, comme des injonctions paradoxales. Alors, bon, je n'ai pas le temps de développer ici, je l'ai fait avec vous à plusieurs reprises, et je l'ai fait dans ce petit livre, Le capitalisme paradoxal. C'est très important la différence entre une contradiction et un paradoxe, c'est que la contradiction, on peut penser, elle ne nous empêche pas de penser et d'agir, on peut inventer des médiations, inventer d'autres synthèses, inventer d'autres réponses. Tandis que le paradoxe, il inhibe la capacité à penser et à agir. C'est-à-dire, il nous met dans des injonctions paradoxales. Par exemple, plus on gagne du temps, moins on en a. Par exemple, le manager qui me disait, c'est formidable, je suis libre de travailler 24 heures sur 24 avec le Zoom, etc. Par exemple, il faut faire plus avec moins, ce qu'on répète en permanence dans les organisations comme si c'était normal et que ça n'allait pas dégrader les conditions de travail et les services, d'être confronté à cette exigence de faire plus avec moins. Le Kaizen, le zéro défaut, le zéro délai, le zéro, etc., est un instrument paradoxant. C'est-à-dire, il vous met dans une impossibilité effectivement, il y a besoin de délai, sinon c'est la culture de l'urgence et l'accélération qui va nous rendre tous malades et complètement fous. Alors, c'est ça qui pour moi est important.